Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission School Days présentée par J'ai un pote dans la com. Donc c'est une deuxième édition. Aujourd'hui, on va rencontrer l'école supérieure de design de Troyes avec sa directrice Séverine Nodedeux, qui va pouvoir nous raconter un petit peu l'histoire de l'école, qui va nous présenter ses différents cursus, ses différents parcours, à quel poste on peut accéder grâce à cette école, ce qu'elle propose en termes d'univers, en termes de travaux de groupe, en termes de cursus, en termes de pédagogie. Pour ça, on va pouvoir commencer dans un premier temps avec la première partie qui est le pitch. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Euh, Tout à fait, bonjour à tous. ok, super, on a eu un petit décalage. Ok, très bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Séverine, pour nous parler de l'école supérieure de design de Troyes. On va pouvoir étudier un petit peu plus cette école et en savoir un peu plus. Est-ce que vous pouvez présenter l'école pour commencer en 1 minute, s'il vous plaît? C'est le pitch des School Days. Très bien, Valentin, merci. Alors, l'École supérieure de design de Troyes est une école privée qui se trouve à Troyes, comme son nom l'indique. C'est une école qui forme au métier du design sur 5 années d'études, avec une possibilité de finir sa formation au bout de 3 ans. Cette école a 3 domaines d'expertise qui sont le design produit, design objet, la communication visuelle et le design espace, tout ce qui touche effectivement à l'aménagement d'espace. C'est une école qui a la particularité d'avoir une pédagogie transversale, faisant appel à différentes disciplines et permettant aux étudiants, finalement, dès l'arrivée dans l'école, de toucher à tous les domaines d'expertise de l'école, de pouvoir les tester, de pouvoir les expérimenter pour ensuite choisir son parcours professionnel et le dessiner sur mesure tout au long de sa scolarité pendant les 5 années d'études. D'accord, merci. Très clair sur ce point, donc sur ce pitch d'1 minute. On va pouvoir commencer. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur les commentaires. L'équipe Community Management de J'ai un pote dans la com est au taquet pour vous répondre et prendra vos questions. On y répondra à la fin sur la partie questions-réponses. Pour commencer, Séverine, je vais vous demander de me parler de l'école et sa spécialisation et en quoi elle va se démarquer d'autres écoles du même type et qu'est-ce qui fait un petit peu sa spécificité. Alors, je l'ai un petit peu dit dans le pitch au départ, mais effectivement, donc l'école forme à 3 domaines, produits, espace et communication. La particularité de l'école, c'est d'avoir une dimension transversale et pluridisciplinaire. Mhm. C'est-à-dire qu'on n'enferme pas les étudiants dans des silos, mais on considère que chaque spécialisation peut apporter à l'autre. Et donc, les étudiants vont suivre un cursus très transversal pour pouvoir finalement aller s'alimenter avec les expertises de chacun et les expériences de chacun. D'accord, très complet. Est-ce que vous pouvez me parler de... donc on a eu l'historique, est-ce que vous avez des chiffres clés à me présenter en termes d'anciens, en termes de nombre d'étudiants dans les classes, en termes de professeurs? Est-ce que vous pouvez me donner des chiffres clés pour un petit peu avoir une vision globale de ce que seraient que les formations chez vous? Alors déjà, c'est une école assez jeune. Elle a 13 ans, donc elle a fêté effectivement ses 13 ans. Donc voilà, une école jeune qui aujourd'hui regroupe près de 180 étudiants, donc ce qui lui donne aussi un caractère très familial. Parce que finalement, à la fois l'ensemble des équipes et les étudiants, tout le monde se connaît, et une proximité qui n'est pas, enfin, qui est vraiment intéressante et qui donne son âme à l'école. Aujourd'hui, après 13 ans d'existence et près de 600 diplômés, donc dans différents domaines d'activité, 50, plus de 50 intervenants professionnels, parce que c'est une des spécificités de l'école, c'est aussi de ne faire intervenir que des gens qui sont du métier, des gens qui vont partager leur expérience avec les étudiants et donc qui vont venir donner des modules assez courts, mais en même temps faisant partager ce qu'ils vivent au quotidien dans leur métier. Et puis, un chiffre qui est important, c'est l'école a une grande proximité avec les entreprises. Elle a construit ça dès le départ. L'idée était à Troyes de pouvoir finalement convaincre les entreprises de l'utilité du design, Mhm. permettre aux étudiants de comprendre que le design, on pouvait en faire dans de nombreux domaines et dans différentes entreprises. Et pour ça, on a décidé d'approcher l'école d'un réseau d'entreprises et près d'une vingtaine de projets avec des entreprises, des projets réels, sont menés chaque année, ce qui permet aux étudiants de mettre en œuvre leurs compétences d'une façon pratique, d'une façon réaliste
et puis d'avoir directement le retour de l'entreprise et de comprendre ce qu'attend finalement un chef d'entreprise ou un responsable communication ou un directeur du marketing par rapport au métier auquel l'étudiant se prépare. Merci pour cet éclairage sur la partie chiffres. Est-ce que, Séverine, vous pouvez me parler des valeurs de l'école? Quand on parle d'une école, on parle de son âme, de son ADN, de ses étudiants, de ce qui la caractérise. Est-ce que vous avez 3 grandes valeurs, 3 mots-clés pour présenter l'École supérieure de design de Troyes? Alors 3, c'est court, mais je dirais pluridisciplinarité. Ça, c'est vraiment important, c'est ce Mhm. mélange à la fois de culture et de parcours. Je dirais aussi expérimentation, parce que c'est ce qui fait vraiment l'ADN de cette école tout au long de ces 5 années d'études. Et puis, je dirais engagement. Engagement auprès de nos étudiants, mais aussi auprès du monde économique pour faire connaître mieux le design. D'accord, hyper clair. Et du coup, ça va nous donner la possibilité d'enchaîner sur nos questions, toujours dans la partie pitch, sur le nombre d'étudiants en classe. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit détail sur le fonctionnement des classes? Vous m'avez dit qu'il y avait un petit nombre d'étudiants, c'était assez familial, il y a une sorte de proximité. Est-ce que vous pouvez parler du fonctionnement dans une classe? Comment les élèves travaillent avec les professeurs, les intervenants? Un exemple de cours peut-être, ou comment ça fonctionne? Alors en fait, les étudiants, donc on a parlé de 5 années d'études, les étudiants rentrent pour la plupart juste après le bac, mais on a aussi de nombreuses admissions parallèles, des Mhm. étudiants qui vont rentrer en deuxième, troisième ou quatrième année. Les cours sont organisés, en fait, les cours sont des compétences que les D'accord. étudiants vont devoir acquérir, Mhm. des outils techniques, et ces outils techniques, ils vont les mettre ensuite au service du projet. Donc en fait, le projet est la colonne vertébrale de la formation pendant les 5 années d'études. C'est ce qui constitue vraiment le centre de la formation. Et tous les cours qui sont dispensés viennent alimenter ce projet et permettent aux étudiants finalement d'aller chercher les outils nécessaires pour à la fois développer leur créativité, mais aussi être en capacité de répondre à des projets de design. D'accord. Et cette relation que l'école entretient avec ses étudiants et ses profs, comment ça fonctionne? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des tuteurs? Est-ce qu'il y a un système de chef de projet qui va leader ça? Je vous pose des questions comme elles me viennent, surtout sur la partie Bien sûr. petite classe. C'est là où vous pouvez nous apporter un éclairage. Est-ce que quelqu'un lead le projet? Euh, est-ce que c'est les étudiants qui le délivrent à la fin? Est-ce qu'on peut avoir des infos un petit peu là-dessus? Alors, il y a plusieurs cas de figure en fait. L'enseignant va jouer, l'enseignant ou l'intervenant va jouer le rôle de directeur artistique quand on est dans le cadre d'un projet. Quand on est en première année, on est vraiment sur des projets décidés par l'école pour permettre aux étudiants de développer leur créativité. Et à Mhm. partir du moment où les projets deviennent des projets réels et confiés par les entreprises, les étudiants vont fonctionner comme des mini-agences en fait. Et donc au sein de ces agences, donc, on va partir sur des groupes d'une vingtaine d'étudiants qui auront tous choisi le même projet, parce que les étudiants choisissent leur projet. D'accord. Ces 20 étudiants, à peu près, vont se répartir par petits groupes, par équipe, pour répondre comme des agences en concurrence aux problématiques qui sont données par les entreprises. Et l'enseignant ou l'intervenant joue à ce moment-là plutôt le rôle de directeur artistique, c'est-à-dire qu'il va orienter ces mini-équipes pour leur permettre d'aboutir au mieux à la réponse au cahier des charges. Donc on est vraiment dans un séquençage qui ressemble beaucoup à ce qu'on trouve en entreprise. Il y a un cahier des charges qui est lancé et avec ce cahier des charges, les équipes d'étudiants vont devoir répondre chacune à leur façon pour finalement, au final, avoir le projet qui remporte le plus d'intérêt pour l'entreprise. Merci Séverine pour ces informations sur le fonctionnement d'une classe ou d'un projet. C'est hyper intéressant parce que ça nous donne une vision sur ce que vous y faites et comment ça fonctionne. Et c'est assez proche de la réalité métier dans lequel ils vont se projeter, dans les entreprises dans lesquelles ils vont pouvoir s'intégrer. Donc c'est intéressant d'avoir cette approche-là. On va enchaîner avec la deuxième partie qui est la partie formation. Donc la partie formation, elle va s'adresser à ceux qui nous suivent pour leur donner des informations sur les cursus que vous proposez. Donc, vous allez me raconter un petit peu, et nous raconter à nous, ceux qui nous suivent en live, les différents diplômes que l'École supérieure de design de Troyes propose. Et est-ce qu'il y a de l'alternance? Est-ce que on rentre en deuxième, troisième, cinquième? Est-ce qu'il y a des doubles diplômes? Est-ce qu'il y a des cursus à l'étranger? Donc, on passe à la partie formation. Pour commencer, est-ce que vous avez des cursus post-bac ou c'est directement bac plus 3? Je vous laisse me répondre là-dessus.
Alors donc on a deux programmes dans cette école. Donc on a un bac plus 5 qui est visé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui amène au diplôme de designer concepteur de projet. Et puis on a un bac plus 3 qui lui est certifié RNCP pour des designers en communication visuelle, donc plutôt axé communication. Les étudiants peuvent rentrer juste après le bac, effectivement, via Parcoursup. Donc voilà, ça y est, les candidats se sont déjà positionnés pour l'école. Et puis, tout au long des années, jusqu'en 4e année, il y a la possibilité d'admission parallèle, c'est-à-dire de permettre à des étudiants qui ont suivi un parcours en amont ou qui ont besoin de faire une réorientation, de pouvoir intégrer notre école. Alors, quand on veut rentrer en 3e année ou en 4e année, par exemple, il faut déjà avoir suivi un cursus en design pour pouvoir finalement avoir déjà les prérequis pour pouvoir intégrer directement les années supérieures. Et c'est quoi du coup, quel est le prérequis? Je m'avance un peu sur la question et les prochaines questions, mais c'est quoi parce que ça m'intéresse, c'est quoi le prérequis qu'il faudrait avoir en termes de niveau? Vraiment pour ceux qui nous regardent, qui ne savent pas forcément jauger leur niveau. Est-ce que c'est un bac plus 2 design? Est-ce que c'est un bac plus 2 communication visuelle? Un bac plus 2, peut-être pourquoi pas audiovisuel, montage, avec des passerelles sur le design? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme niveau en fait? Alors, donc, je ne vais pas vous parler de l'admission post-bac parce que là, finalement, je ne suis pas sûre que ce soit le sujet aujourd'hui. C'était Parcoursup, donc c'était voilà, donc c'est closé. C'est passé, c'est trop tard. Bon, en tout cas, il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui sont encore au lycée et qui se projettent pour l'année prochaine. Donc, quand on veut rentrer en première année, ce qui est important, c'est d'être curieux, c'est d'être ouvert, c'est d'avoir envie, c'est d'avoir déjà une pratique artistique, d'avoir une petite culture design et puis d'avoir vraiment envie de s'engager dans les métiers de la création. Mais finalement, on est très conciliant. On n'attend pas de la part des étudiants d'avoir des travaux, d'avoir un portfolio ou d'avoir déjà un book fourni. Donc ça, c'est la première année. Par contre, pour les années complémentaires, effectivement, pour les années parallèles, les admissions, là, il faut avoir un portfolio. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir prétendre d'une activité artistique ou en tout cas d'une activité graphique ou de communication ou de design avant de postuler dans l'école. Aujourd'hui, les étudiants qui intègrent la 3e ou la 4e année sont issus soit des anciens BTS qui se transforment en DNMA d'aujourd'hui, donc qui soient spécialisés en communication, en graphisme, en édition, en design produit ou en design espace. On a aussi de plus en plus d'étudiants qui nous rejoignent à la sortie de DUT, de DUT MMI, puisque là, effectivement, ils sont allés chercher les compétences dans le web et veulent venir chercher à l'école de design toute la dimension créative pour pouvoir ensuite s'orienter vers des métiers plutôt de création dans des agences de design et de communication. Voilà, il faut quand même, pour rentrer dans cette école, en tout cas en admission parallèle, avoir suivi une formation avec une dimension artistique ou créative. Effectivement, rentrer avec un diplôme d'ingénieur en 3e année, c'est un peu plus compliqué. C'est plus accessible en 4e année pour des gens qui sont ingénieurs, puisque finalement, ils vont arriver sur 2 années de formation qui sont beaucoup plus transversales ensuite. D'accord, merci pour ces infos-là. Ça nous permet un peu de se projeter aussi, de savoir si on n'y a pas forcément du milieu, qu'est-ce qu'il faudrait avoir comme niveau. Donc c'était intéressant. Est-ce que vous pouvez me rappeler rapidement le titre des diplômes que vous proposez, leur titre officiel? Oui, alors un bac plus 3 designer communication visuelle, graphisme et digital, donc qui est certifié RNCP, et un bac plus 5 designer concepteur de projet qui lui est visé par le ministère de l'Enseignement supérieur. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que maintenant, c'est notre question un petit peu phare, c'est celle qui va intéresser pas mal d'étudiants, en tout cas, la question de l'alternance. Est-ce que l'École supérieure de design de Troyes propose de l'alternance? Si oui, à quel niveau d'études? Et quel est le rythme entre l'école et l'entreprise? Alors aujourd'hui, seulement l'année 5 du bac plus 5 est accessible en alternance, avec un rythme de 3 jours école, 2 jours entreprise sur le premier semestre, et ensuite 1 jour école et 4 jours entreprise sur le 2e semestre. Donc qui permet… Alors pourquoi on l'a mis sur cette 5e année? C'est parce que le projet de diplôme de fin d'année se fait en partenariat avec une entreprise, c'est-à-dire que l'étudiant doit répondre à une problématique, une fois de plus concrète, amenée par une entreprise. Et donc il semblait complètement pertinent de permettre aux étudiants sur cette 5e année de pouvoir la faire en alternance avec l'entreprise qui leur a confié ce projet de diplôme. D'accord, merci pour les infos sur l'alternance. C'est un petit peu ce qui fait beaucoup sens aujourd'hui, notamment avec la partie un peu confinement où on se pose des questions. Donc, une école qui fait de l'alternance, c'est une école qui, en tout cas, rentre
dans les attentes des étudiants, donc c'est bien de le préciser. Est-ce qu'on a une formation en anglais à l'école ou pas encore? Alors pas encore, en tout cas pas 100% en anglais. Dans les années 4 et 5, il y a à peu près 40% des cours qui sont dispensés en anglais. Mhm. Et puis surtout, c'est que sur le deuxième semestre de quatrième année, les étudiants partent un semestre complet à l'international dans une université partenaire et donc naturellement vont appréhender l'anglais de façon continue et intense et intensive pendant un D'accord, semestre ouais. complet. Bah, Voilà, donc hyper intéressant cette partie parce que une école qui a besoin de faire vivre son réseau passe par l'étranger et c'est bien de le rappeler. Et notamment sur les métiers de la création et du design où il y a différentes influences et travailler en France, c'est pas pareil qu'à l'étranger. Donc c'est bien de pouvoir s'ouvrir et avoir ce type de proposition d'études à l'étranger. Euh, Est-ce que, Séverine, vous pouvez me dire, pour ceux qui nous suivent, quel métier, à quel métier on peut prétendre en étant étudiant chez vous et me faire pas une liste full et complète, mais en tout cas me donner des inspirations sur les types de métiers et qu'est-ce que ces métiers représentent, c'est quoi le job auquel on peut accéder après l'école. Alors effectivement, il est difficile de faire une liste à l'après-vert parce que voilà, les métiers sont quand même assez nombreux. En tout cas, quand on fait nos enquêtes d'employabilité et qu'on Mhm. suit le parcours de nos anciens, donc on a des étudiants qui deviennent graphistes, bien sûr, qui deviennent web designers, des étudiants qui vont devenir directeurs artistiques en fonction du niveau où ils ont intégré l'école et où ils en sont sortis surtout. Des étudiants aussi qui vont s'orienter sur le community management, sur le web design. Et Mhm. puis, bien sûr, dans tous les métiers du produit et de l'espace, puisque, alors là, on est plutôt dans un moment dédié à la com, mais c'est important de savoir effectivement qu'on forme aussi beaucoup d'étudiants qui vont devenir designers produits, qui vont devenir designers espace pour travailler à la fois en muséographie, en scénographie ou chez des architectes d'intérieur. Donc voilà, le panel des métiers finalement est assez large. Les secteurs d'activité sont larges aussi, puisque on pense tout de suite à une agence quand on parle d'une école de Ouais. design. On va Mhm. intégrer naturellement une agence, bah, pas que, parce que les agences, effectivement, ça fait partie des secteurs que les étudiants vont intégrer, mais on a aussi de plus en plus d'administrations, de collectivités qui font appel aux communicants, et nous, on a de plus en plus d'étudiants qui vont aller dans des services communication de collectivités territoriales, par exemple, Mhm. qui font maintenant très attention à, à leur image et à leur communication. Donc, plusieurs étudiants vont dans ces secteurs d'activité et puis aussi parfois dans des entreprises, puisque les entreprises comprennent que la communication est important, Mhm. qu'il faut savoir communiquer auprès de ses clients, auprès de ses usagers. Et finalement, elles s'intéressent de plus en plus à l'intégration en interne de communicants et de personnes qui ont fait des formations en design. Une réponse très complète qui répond de A à Z à la question qu'on s'était posée, du coup, parce que non, mais c'est bien de pouvoir aussi éclaircir le nom des métiers, qu'est-ce qu'on y fait, où est-ce qu'on va bosser, parce que le design, c'est un mot assez large, qui a plusieurs facettes, hein, comme on vient de le voir, et du coup, avec des métiers qui sont quand même bien précis et qui ont des ponts entre eux, et qui ne sont pas uniquement agences, comme vous l'avez dit, qui ne sont pas uniquement entreprises, mais qui peuvent faire les deux, ou en tout cas, on peut avoir une carrière qui évolue. Donc, c'était bien de le rappeler. Merci pour les informations sur les cursus et les formations proposées. Maintenant, on va passer à la partie vie à l'école. Donc, la partie vie à l'école, elle nous permet d'avoir des infos sur comment on vit à l'école, comment les cours sont donnés, et est-ce qu'il y a un réseau d'anciens qui est mis en place, comment on agit avec eux, comment c'est de vivre en tant qu'étudiant à Troyes au sein de l'école, et est-ce qu'il y a des ponts qui sont faits avec les autres établissements de la ville ou de la région. Donc ça, c'est pour la partie IV à l'école. Je vais commencer avec ma première question. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes en direct avec Séverine, qui est directrice de l'école supérieure de design de Troyes. Donc je le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver dans le live. Séverine, j'ai une question qui est un petit peu classique, mais qui peut être intéressante, notamment pour ceux qui se posent des questions sur l'avenir. Est-ce que le secteur de la com et du design au sens global n'est pas un peu bouché? Ou en tout cas, qu'est-ce que peut apporter le design dans les entreprises? Dans les entreprises, vous avez déjà répondu un petit peu. Euh, comment vous voyez-vous le secteur du design et de la com? Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui dit va pas dans cette école-là parce que l'école est bouchée, la com est bouchée ou le design c'est bouché? Qu'est-ce qu'on dit quand on est école du design à des jeunes qui ont envie de faire ce métier-là, qui est quand même un beau métier, qui offre plein de possibilités? Qu'est-ce qu'on leur répond?
Alors, on leur répond que c'est tout sauf un secteur bouché. Par contre, c'est un secteur où, quand on décide de s'y engager, il faut être extrêmement motivé. C'est-à-dire que c'est effectivement, c'est pas les écoles qui vont offrir un tapis, enfin, voilà, enfin, qui vont pas permettre comme ça de trouver un emploi directement en sortant. C'est des études qui demandent d'être engagées, qui Mhm. demandent de s'investir, qui demandent d'aller au-delà des projets que l'école demande. C'est des écoles qui demandent, enfin, c'est des formations qui demande aux étudiants de créer du réseau, effectivement de profiter, on parlait du réseau des anciens rapidement tout à l'heure, mais on en reparlera Mhm. sûrement, mais on doit se saisir des opportunités, parce que finalement, quand on va commencer à rentrer sur le marché du travail après avoir fait une école de design, ce qu'une entreprise va regarder, ou en tout cas un recruteur, c'est l'expérience. Alors ça peut sembler un peu ridicule, en tout cas pour un jeune diplômé, mais quand on fait une école de design, on doit profiter de toutes les opportunités et de toutes les expériences qu'on a pu traverser pendant sa formation. Donc les stages sont importants, bien sûr, parce que les stages permettent aux étudiants de démontrer une expérience professionnelle. Et Mhm. ça, c'est fondamental. Et vraiment, les stages doivent être pris et doivent être importants pendant une formation pour développer cet aspect professionnel. Et puis ensuite, il y a enfin, il y a aucun doute quand on voit l'évolution de notre société aujourd'hui, par rapport à la période que l'on vit d'ailleurs en ce moment, Mhm. les designers ont un rôle fondamental à jouer. C'est des gens qui vont appréhender le quotidien, mais aussi les usages d'une façon complètement différente. C'est des gens qui s'intéressent à l'humain, qui s'intéressent à la société, Bien sûr. qui s'intéressent à l'usager. Et c'est de gens comme ça dont on a besoin demain, parce que la société ne peut plus reposer uniquement sur des aspects financiers ou marketing, mais au contraire doit faire appel aux créatifs pour pouvoir se projeter. Et nous, on le sent bien dans notre relation à l'entreprise, c'est que les entreprises viennent chercher chez nous de l'innovation, elles viennent chercher de la fraîcheur, elles viennent chercher de la réflexion, elles viennent chercher des sentiers détournés, parce qu'à force de reproduire les mêmes schémas, ben, on se rend compte que ben, voilà, les entreprises ont aussi du mal à évoluer et à s'adapter à ce nouveau modèle de société. Merci pour cette réponse inspirante qui donne envie, en tout cas qui permet de mieux comprendre ce que sont les métiers et ce qui s'y passe et le secteur et son évolution. Et je trouve ça assez pertinent, notamment sur la partie euh, créativité et inspiration des entreprises qui ont besoin de se réinventer, qui ont besoin d'avoir, et pour ça, d'avoir de nouveaux types d'employés, des gens un petit peu plus, c'est pas cliché de dire ça, mais des gens un peu plus frais, ou en tout cas qui ont une vision chiffrée. Je trouve ça en tout cas très intéressant et les designers ont cette vision-là et ont cette capacité à réenchanter un petit peu la manière dont une entreprise peut rouler. Donc ça, Et c'est c'est pour hyper ça intéressant. Ouais, tout à fait. C'est pour ça on utilise beaucoup le mot stratégie. Le mot stratégie est pour nous indispensable parce que Mhm. finalement, le designer, il n'est pas uniquement là pour créer un produit final ou répondre à un cahier des charges, mais il doit aussi accompagner une entreprise dans le développement de sa stratégie. Et le mot stratégie est important parce qu'on oublie souvent d'y associer le designer. Et je pense que pour l'avenir, c'est vraiment très important de pouvoir intégrer en amont les designers dans la stratégie d'une entreprise. Bien sûr, et c'est le sujet de plein de détournements un peu drôles sur Internet ou des choses un peu humoristiques où on se rend compte que le designer, au final, il est essentiel dans dans une stratégie, dans une stratégie de marque ou de déploiement. Et il y a beaucoup de contenus qui sont créés en disant que voilà, le designer est quand même ultra important et que si on l'oublie, bah, tout est hyper calé, tout est hyper carré, mais ça marche pas. Donc ça, je trouve que c'est bien de le rappeler et que c'est pas accessoire, que c'est essentiel sur plein de stratégies sur plein d'entreprises, et pas uniquement celle de la com et des médias, sur plein d'autres choses. Et ça, c'est important de le souligner aujourd'hui. Ma prochaine question, elle sera sur le profil d'étudiant. Euh, Qu'est-ce qu'on fait pour venir à l'école supérieure de design de Troyes comme cursus? On l'a vu un petit peu avant, mais comment faut être? Il faut être créatif, faut être curieux. Quel est le type d'étudiant que vous attendez, l'étudiant type pour intégrer l'école, celui que vous avez envie de voir en entretien? Alors, celui qu'on a envie de voir, alors après, ça peut peut-être sembler bateau ce que je vais vous raconter, mais en tout cas, ce que je trouve important, c'est que le candidat soit enthousiaste. Puisque ça semble être complètement idiot de dire ça, mais l'enthousiasme, on ne le croise pas tous les jours. Donc c'est vraiment quelqu'un Bien sûr. voilà, qui est enthousiaste pour la formation dans laquelle il veut rentrer, mais aussi enthousiaste sur ce qui l'entoure. Parce que nous, on a coutume de dire que le designer doit être une éponge, quelqu'un qui doit se gorger finalement de tout ce qui va l'entourer. Mhm. Et on a besoin de sentir chez ce candidat, effectivement, voilà, une curiosité, une vivacité, un intérêt, de l'empathie
de l'empathie. Ça, l'empathie, c'est très important. Voilà, de la curiosité pour le monde qui l'entoure, pour la société, et aussi d'aller observer les gens, observer la façon dont les gens vivent, dont les gens consomment aussi, parce qu'on peut Mhm. aussi parler de consommation. Mais ça c'est vraiment fondamental. D'accord, donc c'est un étudiant qui est plus ou moins complet. Est-ce qu'on attend d'un étudiant qui vient chez vous euh, j'ai envie de poser la question, mais le petit truc en plus ou pas forcément? Est-ce que le petit truc en plus, il doit forcément l'avoir, ou est-ce que le petit truc en plus, il va naître à l'école, ou en tout cas, on va le faire s'allumer à l'école, parce que les métiers du design, c'est quand même des métiers spécifiques. C'est pas de l'école de commerce, c'est pas du marketing, donc il faut quand même avoir une posture, comme vous venez de le dire. Est-ce que vous aidez à faire à cette petite flamme qui est au départ, est-ce que vous aidez l'étudiant à ce qu'elle se transforme en feu, ou est-ce que euh, il faut déjà qu'il l'ait en amont? Est-ce que c'est quoi qui vous intéresse là-dessus? Je vous dirais que les outils, ça s'apprend, ça, il n'y a pas de difficulté. Ouais, Le bien dessin, sûr. si on ne sait pas dessiner, on apprend à dessiner. Se servir d'un ordinateur, on apprend. Mhm. Mais par contre, la curiosité, ça s'apprend pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé, en tout cas, les moyens de pouvoir la provoquer chez les candidats ou chez les étudiants. Mhm. Donc, on a besoin vraiment de sentir un terreau fertile, en fait. Il faut qu'on sente que chez ce candidat ou ce futur étudiant, il y a la possibilité de planter des graines et que lui, il aura toutes les capacités, les ressources pour ensuite développer sa créativité. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait, nous on accompagne un étudiant qui a déjà de la créativité, qui a déjà un sens créatif en lui, on l'accompagne à la développer, cette créativité, et on lui donne les outils pour pouvoir la développer et surtout pour pouvoir l'exprimer. Donc parfois, alors, on va rencontrer des gens qui vont nous sembler extraordinaires et qui vont tout de suite nous transmettre Ouais. ce petit éclat qui peut faire briller. Et puis parfois, on a des gens qui peuvent sembler beaucoup plus modestes à l'entrée et puis qui vont se révéler pendant ces années de formation. Donc, c'est très difficile de tracer un profil type. Je pense qu'en tout cas, ce qui est important quand on vient passer un entretien et qu'on veut rentrer dans une école de design, c'est d'être soi-même. C'est-à-dire il faut être soi-même et il faut le communiquer. Il ne faut pas avoir peur de se demander si ce qu'on dit est bien, si ce qu'on pense est bien ou mal. Il faut plutôt être là et donner et être généreux, en fait, généreux dans ce qu'on dit de soi. Je trouve ça hyper intéressant. Moi, j'ai une question un peu plus technico-technique, mais est-ce que c'est compliqué si je suis introverti? Parce qu'on entend beaucoup, il faut être extraverti, il faut être à l'aise avec tout le monde. Or, dans la réalité, c'est pas forcément les plus à l'aise, les gens qui sont sur ces métiers-là. Et est-ce qu'il faut, parce que souvent, ça arrive beaucoup en école de commerce, on rate son entretien parce qu'on n'est pas assez à l'aise à l'oral, alors que ça se trouve, on a un talent dingue sur tel sujet, on est hyper créatif, on a monté des courts-métrages, on a fait des trucs, mais à l'entretien, on n'est pas à l'aise et on n'arrive pas. Est-ce que vous donnez une chance aux étudiants qui, sur dossier, sont bons et qui, même si à l'entretien, ça se passe pas forcément très bien, vous sentez qu'il y a, il y a un petit truc qui font que, ok, l'entretien, c'est pas grave, c'était peut-être pas le plus grand orateur de la Terre, mais il a un truc, ce jeune-là ou cette jeune fille-là, elle a un truc. Passer un entretien, c'est super compliqué. C'est super compliqué. Déjà, quand on est un peu jeune et tout fraîchement sorti du lycée, c'est très Mhm, compliqué. bien Quand sûr. on est timide, c'est compliqué. Alors déjà, nos modes d'entretien, et c'est aussi dans la philosophie de l'école et dans l'ADN de l'école, les gens, on est conciliant. Enfin, c'est-à-dire que l'entretien ne se passe jamais d'une façon, comment dire, austère. On est Mhm. vraiment là pour accueillir les candidats le plus chaleureusement possible, parce que finalement, à partir du moment où les gens s'intéressent à nous, on n'a pas de raison d'être désagréable avec eux. Enfin, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est qu'on fasse connaissance. Donc, à aucun moment, le jury n'essaiera de mettre en difficulté l'étudiant. Et on se rend compte que même les plus timides, grâce aux questions, grâce à la générosité du jury qu'il a en face de lui, on arrive toujours. Alors, il y a des cas exceptionnels qui n'arriveront Mhm. rien à sortir, mais en général, on sait trouver les questions aujourd'hui pour permettre à un moment donné au candidat de s'exprimer et de se sentir plus à l'aise pour parler de lui. D'accord, du coup, ça Mais on rassure, n'a c'est pas quand de même. baguette magique, hein. Enfin, Oui, faut bien pas sûr, non mais c'est plus, quand même, c'est quand même rassurant parce que moi, je me souviens que, voilà, en tant qu'étudiant, j'avais ça aussi. Je me posais ces questions-là, hein. Est-ce que je serais à l'aise à l'oral? J'ai bossé, j'ai une bonne moyenne, j'ai des bonnes notes, ça va, mais est-ce que je serais à l'aise à l'oral? Est-ce que je vais réussir à transmettre tout ce que je suis capable de faire?
C'est une question, mais c'est bien de nous rassurer et de rassurer ceux qui nous écoutent sur la partie entretien où on est vraiment là pour échanger, plus que pour juger un peu comme pour être une école de commerce où on est très sur le il a mis la bonne cravate, il a mis le bon truc, plutôt sur de l'échange et je trouve ça assez rassurant. Ma question qui va suivre, c'est celle du parcours et du cursus. Donc on y a déjà répondu un petit peu au tout début du live, mais pour ceux qui nous rejoignent que maintenant, ça peut être l'occasion de le rappeler. Quel parcours dois-je avoir pour passer le concours et l'entretien à l'école? Alors, j'ai déjà répondu, mais je vais recommencer. En première année, il faut être bien sûr titulaire du bac et ça passe via Parcoursup. Mhm. Ensuite, en troisième et quatrième année, qui sont les 2 années importantes en termes d'admission parallèle, quand on veut postuler en troisième année, il faut déjà avoir un parcours en design ou en tout cas dans une école créative, puisque je parlais des IUT tout à l'heure avec Mhm. les DUT MMI. Donc, il faut avoir déjà eu une formation pendant 2 ans autour de la création. Et par contre, quand on veut intégrer la quatrième année, on est sur une autre dimension, puisque la quatrième et cinquième année, on n'est plus sur l'acquisition des outils techniques, on n'est plus sur l'acquisition des outils du design, mais on Mhm. est vraiment sur une dimension stratégique du design. Et ce sont 2 années qui réunissent des étudiants issus d'univers très différents. On a d'ailleurs mis en place un partenariat avec l'ESTP, qui est une école d'ingénieurs. Et Ouais, donc, ouais. on intègre des étudiants ingénieurs en quatrième année qui vont alimenter la formation grâce à ce qu'ils ont vécu avant et grâce à leurs expertises, mais aussi avec leur mode de fonctionnement et de gestion de projets différents. On accueille aussi des étudiants en management. Donc, on a des étudiants, puisqu'on fait partie d'un groupe qui s'appelle Wise Schools, dans lequel il y a une école de management. Et Mhm. donc, on a mis en place une passerelle entre l'école de management et l'école de design. Et donc, on a aussi des étudiants en management qui nous rejoignent sur ces 2 dernières années. Donc, ça veut dire que l'entrée en quatrième année est beaucoup plus ouverte en termes de provenance, on va dire, en termes de discipline Mhm. en amont, mais avec quand même de toute façon toujours une appétence Bien pour la sûr. dimension design et la culture et la création en général. D'accord, merci de nous avoir précisé ce point-là, notamment là, sur la partie croisement des compétences avec les autres types d'étudiants et les autres établissements. Moi, j'aurais une question pour la partie vraiment projet. Est-ce que vous pourriez me citer des exemples de projets que vous avez mis en place pour me dire concrètement ce que c'est qu'être étudiant chez vous? À quel type de projet on va prendre part? Avec quel type d'entreprise on va travailler? Est-ce qu'on a des cases avec des vraies boîtes? Est-ce que c'est que du factice? J'aimerais bien que vous me présentiez un petit peu tout ça, comment on bosse quand on est présent, étudiant à l'école supérieure de design de Troyes. Alors, quand on est en première année, on va travailler plutôt sur des projets imaginés par les enseignants, puisque Mhm. l'idée, c'est vraiment de pouvoir développer la créativité. Donc, il faut trouver les bons sujets qui vont permettre aux étudiants de développer leur créativité et de se sentir à l'aise dans la formation. Mhm. Par exemple, cette année, on a imaginé un projet, mais qui était quand même réel, parce qu'on a travaillé avec Emmaüs pour permettre aux étudiants d'aller dans des ateliers d'Emmaüs, aller récupérer des objets qui n'étaient absolument pas vendables, ou en tout cas qu'Emmaüs n'arrivait pas à vendre, et de Mhm. permettre aux étudiants de se réapproprier ces objets pour ensuite leur donner de nouveaux usages ou leur donner de nouvelles fonctions. Donc là, voilà, on est sur un projet d'école, mais quand même en lien avec à la fois une dimension sociale et une dimension professionnelle. Ensuite, on va être essentiellement sur des projets d'entreprise, donc des projets menés avec des entreprises. Alors, pour exemple, je vais vous parler de quelques projets de cette année. On a fait un projet avec le projet Pergraphica, avec Mondi Group, qui est un leader mondial du papier haut de gamme. Et donc, les étudiants ont dû imaginer une présentation de la gamme de papier Mondi Mhm. pour valoriser le savoir-faire de Mondi, pour donner envie finalement d'acheter ces papiers-là et de pouvoir les découvrir. Donc il y a eu tout un travail de communication à la fois sur la matière, mais aussi sur l'identité de Mondi pour rendre plus attractifs les produits Mondi. On a fait un très beau projet en quatrième année cette année avec le groupe Partouche, donc spécialisé dans les jeux Mhm. et dans les casinos. Et donc Partouche, qui pourtant est un gros groupe, réfléchit à son identité, réfléchit à attirer un nouveau public aussi, parce que on connaît tous, on imagine tous, on a le cliché du client de casino, et Ouais. Partouche a envie aussi de s'adresser à d'autres publics. Et donc nos étudiants de quatrième année ont réfléchi avec Partouche sur une nouvelle identité visuelle, sur de nouvelles déclinaisons graphiques pour attirer des gens plus jeunes. Donc il y a vraiment tout un travail autour de la charte et de l'identité visuelle.
Donc ça, c'était un projet très intéressant. Et puis, on fait des choses qui sont plus ponctuelles et on va dire qui vont permettre aux étudiants de réfléchir très vite sur une semaine, sur des sujets rapides. On a travaillé, on organise chaque année ce qu'on appelle le Design in the Shell, qui est une semaine dédiée au numérique. Et donc, on a travaillé sur le théâtre optique, sur les hologrammes, sur le mirage numérique, enfin voilà, sur des choses qui sont vraiment, qui se rapprochent des objets connectés, mais qui en même temps ont une dimension visuelle assez forte. Et puis, dernière chose, on a eu la chance cette année et l'honneur d'accueillir Michel Kishka, qui est un illustrateur israélien, qui est venu passer une journée avec nos étudiants de 3e année pour leur faire travailler sur l'illustration et pour pouvoir appréhender avec eux le dessin satirique. Et c'était une très très belle rencontre. D'accord, ben, c'est des projets qui sont assez intéressants dans la partie vraiment mise en situation en fait. C'est ça qui est important de noter, c'est la mise en situation, elle se fait avec des vrais clients, on va dire. Et je pense que les retours sont bien aussi. Je pense que dans tout ça, ce qui est vraiment pragmatique, c'est les retours que les gens peuvent faire à vos étudiants. Et est-ce que vous pouvez me dire comment c'est géré ça? Comment, une fois que le projet est fait, comment la personne, donc le professionnel, fait ses retours? Est-ce que vous prenez les étudiants? Parce que ce qui est quand même essentiel dans une démarche pédagogique, c'est cette partie-là, cette partie de retour et de transmission de la connaissance et de pourquoi ça va, mais surtout pourquoi ça ne va pas et comment on peut améliorer. Bien sûr. De toute façon, à partir du moment où on fait un projet avec une entreprise, l'entreprise est engagée auprès de l'école et auprès des étudiants. Donc, il y a différentes étapes tout au long du projet. Il y a ce qu'on appelle le lancement du projet. Donc, il se fait parfois dans l'entreprise, quand c'est possible, ou l'entreprise vient directement dans l'école pour lancer le projet auprès des étudiants et répondre à l'ensemble des questions pour mieux faire connaître, on va dire, tout l'écosystème de l'entreprise. Et ensuite, l'entreprise a plusieurs rendez-vous obligatoires avec l'école et les étudiants. Une première fois pour ce qu'on appelle un pré-rendu, qui est une étape intermédiaire qui va permettre à l'entreprise d'avoir des premières réactions sur les premières propositions des étudiants et de pouvoir les réorienter si besoin, et en tout cas de leur permettre de progresser dans leur projet. Et ensuite, pour clôturer, pour terminer le projet, un rendu final, toujours en présence de l'entreprise, qui va participer à la notation des étudiants dans le cadre de ce projet. D'accord, donc ça c'est la présence de l'entreprise est quand même assez forte et ça c'est bien, je pense, de pouvoir mixer l'aspect vraiment théorique et pratique. Du coup, ça m'a permis d'avoir la réponse à ma question que je voulais vous poser justement, et ça montre que l'échange va dans le bon sens, c'est-à-dire que les questions arrivent logiquement en fonction de la discussion. Donc, pour la partie vraiment entreprise, du coup, ça va m'amener à la partie alternance. Comment vous gérez cette partie-là? Est-ce qu'il y a un système d'accompagnement pour les jeunes sur la partie stage et alternance? C'est toujours les gros sujets quand on veut entrer dans une école ou quand on a été pris. Moi, j'ai eu beaucoup le cas avec des étudiants qui sont venus nous voir et nous disent on a trouvé l'école, mais si j'ai pas d'alternance avant septembre, bah, je peux pas y aller. Et du coup, ils sont toujours un peu voilà, on a trouvé l'école, on est accepté, on a le dossier, tout est bien, mais on n'a pas l'entreprise. Est-ce que l'école accompagne ou a un service relations inter-entreprises pour les aider sur ces sujets-là? Bien sûr, on a donc un service dédié aux relations entreprises. Alors déjà, un service dédié au stage, c'était la première étape. Donc l'idée n'est pas de trouver le stage pour les étudiants, hein, puisque les étudiants doivent aussi être autonomes dans cette recherche, parce que c'est aussi une façon d'acquérir des compétences. Mais en tout cas, l'école met à leur disposition une base de données qui recense l'ensemble des entreprises ayant pris des stagiaires dans les dernières années, avec le nom des étudiants qui sont passés par l'entreprise. Donc voilà, avec tout un panel de renseignements qui peut permettre ensuite à l'étudiant de faire une approche complémentaire. Donc ça, c'est pour la partie stage. Et pour la partie alternance, alors l'objectif, c'est... en fait, c'est très lié à notre façon de fonctionner sur la 5e année, puisque en 5e année, les étudiants ont l'obligation de mener leur projet de diplôme en partenariat avec une entreprise. Et pour ça, en fait, chaque début d'année, l'école fait venir des entreprises qui vont pitcher devant les étudiants pour expliquer leur projet de développement, pour expliquer leur stratégie. Et les étudiants vont choisir les entreprises avec lesquelles ils vont vouloir collaborer dans le cadre de leur projet de diplôme. Et donc, parmi ces entreprises, il y a des entreprises qui vont prendre des alternants et qui seront, elles, dans cette posture de mener ce projet dans le cadre d'une alternance.
D'accord. L'objectif, l'idée n'est absolument pas de recevoir des étudiants à l'école, en tout cas en 5e année, qui Mhm. n'auraient pas l'entreprise qui peut les accompagner dans l'alternance. Sachant D'accord. que l'alternance, ce n'est pas l'intégralité des étudiants, c'est seulement une partie des étudiants. Mais de toute façon, en fait, ce qui est important à savoir, c'est que les étudiants sont déjà là avec nous en 4e année. Mhm. Donc en 4e année, ceux qui souhaitent faire de l'alternance en 5e année vont être préparés et accompagnés. Ils ne peuvent pas se retrouver en 5e année sans alternance s'ils ont décidé d'en faire une. Ça, c'est un bon point. Enfin, moi, en tout cas, si j'étais étudiant, c'est le genre de choses que j'ai envie d'entendre. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, il y a eu beaucoup d'exemples de gens qui sont venus nous voir en message privé. On a l'école par alternance. Quand l'école assure ce rôle de mise en relation, pas de trouver le stage ou l'alternance, mais en tout cas de mise en relation, de connexion du réseau, là, il y a un vrai rôle de la part de l'école. Et là, c'est important. Et là, c'est intéressant quand on est étudiant. Et là, c'est rassurant. Et c'est ce qu'on est en droit d'attendre d'une école, c'est de faire vivre ce fameux réseau d'anciens. Sur le fameux réseau et comment on intervient en entreprise, comment on sort de l'école, ma prochaine question, elle va traiter de la partie un peu CDI, etc. Euh, Combien trouvent un CDI l'année après la sortie, ou en tout cas combien sont en poste? Est-ce que vous avez des infos là-dessus sur l'employabilité des étudiants? Alors oui, on a des informations puisqu'en fait, pour être certifié RNCP ou en tout Mhm, cas même visé par le ministère de l'Enseignement supérieur, on doit faire état de nos enquêtes d'employabilité. Donc en tout cas, sur le bac+3, pour ceux qui décident de s'intégrer directement sur le marché du travail à l'issue de ces 3 années, on est à peu près à 85% des étudiants qui vont trouver un emploi dans les 6 mois qui suivent la sortie de l'école. mhm. Et on est sur près de 90% sur la 5e année. Parce qu'en fait, on D'accord. réfléchit toujours en mois de sortie après l'école. Alors, c'est pas très étonnant, en tout cas sur la 5e année, d'avoir des chiffres plutôt élevés. Parce que comme les étudiants sont depuis plus de 2 ans en relation étroite avec les entreprises, ont fait leur projet de diplôme avec une entreprise, donc finalement, il y a une espèce de chemin tracé. Ils ne seront pas naturellement embauchés dans l'entreprise où ils auront fait leur projet de diplôme, mais ils auront déjà une pratique de l'entreprise et de la professionnalisation qui est vraiment très avancée. Et c'est assez éloquent parce que au final, quand on est une école, on va dire de province, on a toujours cette vision de oui, il faut être absolument à Paris pour être dans les métiers du design, de la com. Et je trouve que c'est un bon exemple de non, on n'a pas besoin d'être à Paris pour faire des bonnes formations, pour avoir un bon réseau, être avec des écoles reconnues et avoir des étudiants qui trouvent des jobs. Et c'est pas que parisien. Et en tout cas, s'ils veulent être à Paris, ils ont accès aux postes d'agence à Paris. Et c'est Bien ça que sûr. je trouve important à rappeler, c'est que on a eu beaucoup de retours quand on a annoncé l'arrivée des School Days, où on nous disait ça va être les écoles parisiennes, ça va être que sur Paris, etc. On leur a dit non, non, nous, ce qu'on veut, c'est donner aux étudiants le choix et la possibilité de choisir. Pour choisir, il faut découvrir les écoles, et c'est ce qu'on essaye de faire avec vous. Et je pense que vous rassurez bien ceux qui ne sont pas forcément parisiens ou de l'Île-de-France sur la capacité à trouver des écoles et une formation sur la thématique du design en dehors de l'Île-de-France et surtout avoir accès à des jobs. Et ça, c'est hyper intéressant et hyper rassurant. Donc pour ce point-là, merci. Et nous, à ceux qui nous suivent, euh, découvrez aussi les écoles qui ne sont pas uniquement parisiennes. C'est aussi pour ça qu'on a fait ça. Et c'est Super. parce que moi, je ne suis pas parisien de base, donc je veux vraiment insister là-dessus. Euh, Tout ne se fait pas que à Paris. C'est important de le rappeler et c'est important de savoir qu'il y a des très bonnes choses qui sont faites en dehors de la capitale. Donc ça, c'était sur la partie vraiment retour personnel. Moi, j'avais une question aussi un peu plus liée à la géolocalisation. Donc, on a parlé de Paris, mais j'ai aussi parlé des autres capitales. C'est-à-dire, vous m'avez parlé de cursus à l'étranger. Oui. Est-ce que je peux avoir une petite liste de villes ou de pays dans lesquels on peut aller Alors, euh, les villes, ça va être dur, bah, parce que les je ne vais pays pas dire alors. de bêtises, je vais vous parler Ouais, des pays, ça sera ouais, beaucoup ça plus sera. simple, parce que, Ouais, alors si tout de suite, Rio va me venir en tête, ouais. voilà, Rome, mais bon, j'ai peur de dire des bêtises ensuite sur les pays un peu plus lointains. Donc en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que on peut presque aller sur tous les continents. Mhm, Sur tous les continents, presque pour aller faire son semestre de 4e année. On a des partenariats avec des écoles d'Amérique du Sud, donc je parlais de l'Argentine, mais il y a aussi le Pérou, mhm. il y a aussi, comment dire, que je ne dise pas de bêtises, le Mexique, le Brésil. Ensuite, en Europe, aujourd'hui, la Finlande, les Pays-Bas, bientôt l'Allemagne et l'Italie.
Saint-Pétersbourg aussi. Ouais, Donc donc là, ça fait quand même, on va du une côté belle de la petite Russie. liste. Ouais, donc Voilà. Et la alors question ensuite, était. voilà, et ensuite on part du côté de l'Asie, puisque on a effectivement des partenariats en Malaisie, en Corée du Sud, en Inde, qui permettent aux étudiants aussi d'aller découvrir le design dans ces pays. Aujourd'hui, c'est 17 partenaires à travers le monde, Mhm. 17 partenaires qui permettent aux étudiants d'aller découvrir le design dans un autre pays, et puis qui nous permettent aussi, nous, d'accueillir des étudiants internationaux qui vont venir passer un semestre d'échange dans notre école. Bah, c'était pour le coup très complet. La liste est assez séduisante, hein, on va pas se mentir. Je trouve que c'est pour des métiers du design, c'est hyper intéressant parce que les métiers du marketing ou de la stratégie d'entreprise, il y a beaucoup d'écoles à l'étranger qui ont des cursus ou des doubles diplômes. En design, c'est encore plus intéressant parce qu'on va découvrir une autre culture. Gérer une entreprise, ça se fait pas pareil, effectivement, mais le design, il a d'autres inspirations dans d'autres pays et je trouve que avoir la chance de pouvoir aller à l'étranger pour effectuer des parcours, des cursus pour des métiers du design, c'est quand même hyper inspirant pour la suite, parce qu'on peut se Bien nourrir sûr. d'autres choses, et Mm. parce qu'un designer, ce qui va faire sa force, c'est aussi l'expérience et ce qui va le nourrir. Donc le fait de pouvoir faire ça ailleurs qu'en France, je trouve ça, moi, personnellement, hyper intéressant, parce que moi, n'ayant pas eu la chance de partir à l'étranger, je ressens un peu ce besoin de prendre de la distance sur certaines manières de faire. Et je pense que pour les étudiants qui nous suivent aujourd'hui, euh, avoir accès à un parcours, un cursus à l'étranger, c'est non négligeable dans le choix de son école. Et je pense que une valeur ajoutée qui est, qui est intéressante à mettre en lumière. Pour la question maintenant, J'ai oublié le Canada aussi, il y a le le Canada. Canada, ah bah oui, le Canada. Comment J'ai oublier le oublié le Canada? Canada. Comment l'oublier celui-là? Ouais. Mais justement, tout le monde veut aller au Canada, alors c'est pour ça que je l'avais mis de côté, celui-ci. Mais c'est ça, en fait, il est tellement surcoté, tellement connu et tout le monde a envie d'y aller qu'au final, vous l'avez oublié, vous avez cité tous les autres, mais on a une belle liste quand même assez complète. Moi, ma question qui va suivre, elle est sur la partie un peu plus vie des étudiants et du BDE et des associations, parce que vous avez dit que vous apparteniez à un grand groupe. Est-ce que vous pouvez me rappeler son nom? Est-ce que vous y faites et comment on fait vivre ces étudiants des différentes écoles ensemble? Est-ce qu'il y a des associations, des bureaux des arts, des associations de cinéma, Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu du BDE, si je peux l'appeler comme ça? Je ne sais pas comment vous l'appelez. Oui, alors on l'appelle effectivement le BDE. Ok. Alors on fait partie d'un groupe qui s'appelle Well Schools, Mhm. qui regroupe 1800 étudiants qui sont répartis sur différents secteurs. Les principaux sont le tourisme, le management et le design. Donc on a un BDE qui regroupe, enfin un BDE de Well Schools pour l'ensemble des écoles. Et l'école de design a aussi son propre BDE puisque on est sur un campus on est sur un campus propre et donc les étudiants ont eu envie aussi de créer cette communauté propre à l'école de design. Bien sûr. Mais faire partie de Wise Schools leur permet de pouvoir adhérer à plusieurs associations, à la fois sportives. Vous parliez d'associations autour des arts. Alors même si a priori les étudiants designers, c'est pas vers celles-ci qu'ils vont aller en priorité puisqu'ils en font déjà pas mal. Ouais. Mais tout ce qui est associations sportives, associations humanitaires aussi. Association dédiée à l'accueil des étudiants internationaux aussi, puisque voilà, c'est des gens qu'il faut savoir accueillir et accompagner dans la découverte de leur vie à trois. Voilà, donc différentes associations qui sont ouvertes à l'ensemble des étudiants de Wise Schools et des étudiants designers et qui permettent justement des rencontres un peu privilégiées et hors cursus dans un caractère associatif pour pouvoir profiter ensemble à la fois de la ville de Troyes et puis des différentes activités qui sont proposées au sein des campus de Wise Schools. D'accord, mais c'était hyper clair. Du coup, la partie un peu plus vie en dehors des cours, et je trouve qu'elle est essentielle parce qu'on le rappelle pas forcément assez souvent. Je pense que les étudiants ont besoin de faire autre chose que d'être en cours, ont besoin de s'inspirer et faire du sport, etc. Et c'est hyper important de montrer que l'école est là aussi pour leur proposer autre chose que euh, des cours et de l'entreprise. Donc ça, c'est bien de le rappeler. Ça va me permettre d'enchaîner sur notre partie suivante qui est la partie admission, où je vais vous demander quelques détails sur les frais de scolarité, sur la manière dont on rentre chez vous et sur les concours, l'entretien, donc des choses un peu plus concrètes sur ces sujets-là. Donc la partie admission, pour ceux qui nous rejoignent, on va parler de
la manière de rentrer à l'école supérieure de design de Troyes et quelles sont les bonnes choses à faire, les choses à éviter, comment faire un bon dossier pour avoir une chance d'intégrer votre école. Donc ma première question, elle va être sur simplement le tarif des formations. Est-ce qu'il y a des aides autour de ça? Donc là, c'est ça aussi qui est intéressant de pouvoir Alors, aborder avec vous aujourd'hui en direct. pour les tarifs de formation, donc pour être très concrète, on est à 5 400 € pour la première année, 6 300 € sur l'année 2 et 3, et ensuite 7 000 € pour les années 4 et 5. Mhm. Voilà, donc c'est très clair. Après, en ce qui concerne les aides, aujourd'hui, l'école est habilitée à recevoir des boursiers. Donc, c'est vrai qu'on a aujourd'hui 30% de boursiers. Donc, les bourses, ce qu'on appelle des boursiers, c'est des gens qui touchent des aides du Crous. Donc des aides de l'État. Donc on a voilà, effectivement pas mal d'étudiants qui peuvent en bénéficier. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle un prêt d'honneur. Mhm. Ce prêt d'honneur, en fait, il est accessible pour des étudiants au moins en deuxième année, donc qui ont déjà passé une année dans l'école et qui peuvent obtenir un prêt à taux zéro auprès d'une banque partenaire. Sachant que l'association d'entreprises qui gravite autour du groupe dont on fait partie Mhm. supporte tous les frais de dossier et de caution pour permettre aux étudiants d'emprunter dans les meilleures conditions. Ça reste des emprunts, mais dans des conditions qui sont en général assez favorables. D'accord, important à savoir sur cette partie financement parce que c'est pas toujours facile quand on est étudiant et c'est bien d'avoir cette démarche d'accompagner et que la formation n'est pas nécessairement l'apanage de ceux qui ont une ressource financière énorme. Donc ça, c'est bien de le préciser, je trouve ça important pour ceux qui nous suivent aussi. Maintenant, sur les épreuves, si je veux rentrer à l'école supérieure de design de Troyes, qu'est-ce que je vais avoir comme épreuve, comme test? Alors, si vous rentrez en première année, donc vous devez passer par Parcoursup et il y aura. Alors, cette année, il n'y a pas d'entretien puisque c'est une année un peu exceptionnelle, Mhm. mais normalement, c'est un entretien avec une épreuve de créativité. C'est-à-dire que le candidat a une épreuve de créativité à réaliser à distance avant de venir passer son entretien dans l'école. Et lors de cet entretien, il présentera son épreuve de créativité et se présentera lui-même et il présentera ce qu'il a pu faire jusqu'à maintenant. Donc, ça, c'est pour les premières années. Mhm. Ensuite, quand on veut postuler, notamment en troisième et en quatrième année, là, il faut venir passer un entretien avec un portfolio pour présenter toute son expérience en amont, présenter ses projets, ses expériences professionnelles et effectivement tous les projets qui ont pu être réalisés. Donc ça, c'est Mhm. dans le cadre d'un entretien. D'accord. Et sur l'entretien, ça se passe comment? Il y a deux professeur, un professionnel. Alors, en général, plutôt un administratif, donc quelqu'un qui n'est pas inscrit dans la pédagogie, et quelqu'un qui est dans la pédagogie. Donc, on essaye toujours de faire des binômes, à la fois quelqu'un effectivement plus prof, qui va Mhm. plutôt s'attacher, on va dire, aux compétences techniques ou aux projets réalisés, et puis quelqu'un qui est, entre guillemets, plus administratif ou plus professionnel, qui va s'intéresser finalement à la façon de se présenter et puis à la personnalité du candidat et à sa façon aussi de pouvoir raconter qui il est. D'accord. Hyper intéressant, hyper clair. En tout cas, on sait à quoi s'attendre Ouais. si on veut candidater. Et ça, c'est intéressant aussi parce que quand on regarde les sites internet, c'est jamais très clair. On sait jamais trop comment ça va se passer. Des fois, on a trop peur. Des fois, on n'a pas assez peur. On n'est pas assez bien préparé. Donc, c'est bien de rappeler qu'il y aura plus qu'une personne. Donc ça, c'est bien pour la préparation d'entretien. Savoir que ça ne sera pas juste un one-to-one, mais qu'il y aura peut-être plusieurs personnes, c'est bien en termes de préparation. Euh, J'avais une question aussi qui tourne autour du comportement à adopter quand on vient en concours chez vous. Donc là, c'est vraiment une sorte de conseil plutôt à l'étudiant qui vient passer l'entretien. Qu'est-ce qu'il doit faire pendant cet entretien? Qu'est-ce qu'il doit raconter comme histoire? Il doit raconter qui il est. Alors ça peut sembler très évident, mais c'est loin d'être simple parce Mhm. que, on le disait pendant l'émission, c'est parfois très difficile de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer devant un jury. Donc voilà, ce qu'on essaye de conseiller, c'est d'être soi-même, de venir, de raconter ce qui nous anime, ce qui nous plaît, ce pourquoi on a envie de s'engager, voilà, être vraiment pas dans une posture toute prête parce que Mhm. finalement on arrive très rapidement
à ramener le candidat à des choses beaucoup plus essentielles. Donc je pense qu'au contraire, il faut venir le plus naturel possible en faisant des efforts, hein, parce que l'idée n'est pas de venir comme un touriste non plus, mais en tout cas d'avoir envie de donner et d'être généreux sur ce qu'on est en fait. Parce qu'on a tous plein de choses à raconter, mais souvent par pudeur ou par, comment dire, par timidité, on a du mal à l'exprimer. Donc je pense que c'est toujours bien même de s'entraîner en amont, de se dire pourquoi pas, bah voilà, de s'entraîner avec quelqu'un en disant tiens voilà, je me présente, je vais t'expliquer qui je suis, qu'est-ce que tu en penses, voilà, pour s'habituer aussi à trouver des ressources et finalement à dire des choses de soi qu'on n'aurait pas naturellement envie de dire le jour d'un entretien. D'accord, je pense que c'est rassurant. En tout cas, on sait un petit peu comment ça va se passer et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en avant comme argument, parce que souvent, il y a des questions de culture générale, on ne sait pas trop si ça va être des questions de culture, des questions d'actualité, ou le fait de pouvoir vraiment être dans une position d'échange, je pense que pour l'étudiant, ça lui permet de mieux préparer. En tout cas, ce live des School Days est fait pour ça, pour donner des informations à ceux qui nous suivent. Et je pense que c'est ce qu'on essaye de faire. Maintenant, je vais passer à la prochaine partie, qui est la dernière, qui est la partie questions-réponses, où je vais regarder un petit peu les questions que je m'étais notées, parce qu'on a fait un sondage sur Instagram, plus celles qui sont en commentaire, plus celles que Laurent m'a envoyées. Donc la partie questions-réponses, où vous allez pouvoir nous répondre un petit peu en temps réel à ceux qui s'interrogeraient sur les cursus, les formations et peut-être les questions qu'ils n'ont pas eu le temps d'écouter parce qu'ils viennent d'arriver en live ou des choses qu'on n'a peut-être pas abordées. Donc moi, j'avais une question sur la partie alumni et anciens. Est-ce que vous avez des infos sur le réseau des anciens, comment il fonctionne, comment il est réactivé, est-ce qu'ils reviennent donner des cours? Donc ça, c'est pour ceux qui n'ont pas forcément eu les infos au début. Oui. La partie alumni, qu'est-ce que vous allez me raconter sur la partie alumni? Alors, on a effectivement un réseau d'anciens. On a un réseau d'anciens qui est animé par une personne dédiée à l'école qui s'appelle Galatée, qui passe du temps effectivement avec les anciens. On a une vice-présidente aussi des anciens qui s'appelle Marie Weber, qui est là aussi comme ambassadrice des promotions pour mobiliser aussi les anciens à nos côtés. Et ce dont on est très fiers aujourd'hui, c'est de compter parmi nos intervenants pas loin d'une dizaine d'anciens qui reviennent à l'école pour donner des cours, pour accompagner des projets, pour tutorer des projets de diplôme. Et ça, c'est un vrai plaisir de les voir, de les voir avoir envie de revenir enseigner, partager, transmettre. Parce que voilà, ils ont en général gardé un bon souvenir de l'école et ils ont compris qu'il était important de transmettre quand on était un professionnel. Et donc, ils viennent faire ça à l'école. Alors, ils sont jeunes, donc déjà, c'est bien. Ils sont jeunes, ils ont une pratique professionnelle, donc ils savent de quoi ils parlent. Et puis, ils ont vécu l'école, donc ils ont aussi une bonne capacité à se mettre à la place de l'étudiant et à comprendre les attentes d'un étudiant quand il est dans son cursus. D'accord. Moi, on me posait une question sur le Fab Lab. Oui, J'ai pas l'information, donc j'aimerais bien que vous m'en parliez un petit peu rapidement du oui, Fab Lab. j'en ai pas parlé tout à l'heure. On a effectivement, qui dit design, dit fabrication Ouais. de prototypes. Et pour ça, on a un bel atelier qu'on a dénommé la petite fabrique et Ok. qui permet aux étudiants à la fois de travailler le bois notamment. Donc, on est vraiment sur l'utilisation du bois pour créer des maquettes et puis de passer assez rapidement aussi au prototypage numérique. Donc, bien sûr, avec des imprimantes 3D, avec des fraiseuses numériques, avec des découpes laser. Voilà, des tas d'outils qui vont permettre D'accord. aux étudiants de fabriquer des prototypes de qualité et puis surtout de pouvoir de concrétiser finalement Ouais. leur projet et leur réalisation. Ouais, je pense que c'est important d'avoir appelé ça, le fait de le concrétiser, parce qu'avoir les idées, c'est très bien, les mettre en scène, c'est très bien, mais pouvoir les sortir physiquement, en termes de plus-value, je pense que c'est vraiment complet. Donc le fameux, comment vous avez dit, la fabrique? On l'appelle la petite fabrique. La petite fabrique, d'accord. Voilà, la petite fabrique, mais c'est l'équivalent. Nous, on appelle ça aussi un atelier maquette. Enfin, il y a plein de dénominations, mais en tout cas, les étudiants l'ont appelé la petite fabrique. Ah, ok. Et voilà, et ça permet aux étudiants de pouvoir réaliser pas mal de choses. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y en a même qui l'utilisent pour fabriquer des choses plus personnelles, des étudiants qui sont passionnés par le skate ou des étudiants qui sont passionnés par des domaines en parallèle de l'école et Ouais, bien qui sûr. profitent aussi de cet atelier pour fabriquer des choses. D'accord. Cette information-là est hyper intéressante parce qu'elle apporte vraiment du concret à ce qu'on va apprendre et c'est très cool de pouvoir mettre en pratique au-delà des stages et des alternances. Physiquement sur le campus, c'est bien de pouvoir faire ça.
Et Moi, justement, j'avais il y a quelque chose d'important que je voulais ajouter, Oui. c'est qu'on parle beaucoup, on est effectivement dans un moment dédié à la communication, mais ce qui est important dans notre école, c'est que des gens qui vont s'orienter vers les métiers de la communication vont aussi pouvoir utiliser les machines qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire que le mode d'enseignement de l'école n'enferme pas les étudiants dans des catégories, et même des étudiants qui se destinent à devenir, à travailler en agence de com ou Mhm. vont pouvoir utiliser le Fab Lab, utiliser l'imprimante 3D, donc vont pouvoir aussi aller chercher des compétences complémentaires sur ces matières-là. Donc c'est ça qui est intéressant, et c'est ce qui fait aussi la richesse de l'école, de pouvoir toucher à tous ces domaines et d'avoir finalement un parcours très complémentaire et plutôt polyvalent. D'accord, la polyvalence, hyper important. Je pense que c'est bien Ouais. d'avoir Pour le l'avenir, oui, c'est curseur important. dessus, surtout, ouais, et surtout avec les mois qui vont suivre. Est-ce que vous pouvez me rappeler rapidement les dates d'inscription ou les dates limites pour les prochaines inscriptions? Ou en Alors, tout cas la en, temporalité? en première année, c'est foutu, Ouais, c'est passé. En tout cas, pour intégrer les admissions parallèles, donc en troisième et en quatrième année, donc jusqu'à la fin du mois de juillet, les entretiens se font au fil de l'eau, donc en fonction des disponibilités à la fois des candidats et de l'équipe pour organiser ces entretiens. Donc jusqu'à la fin du mois de juillet, on peut rentrer dans l'école s'il y a encore de la place, effectivement, et en tout cas prétendre à passer un entretien. d'accord. Merci pour l'info. Est-ce que on peut terminer ce live School Days avec trois valeurs fortes de l'école, ou en tout cas trois raisons de venir à l'école supérieure de design de Troyes pour ceux qui nous suivent? Alors, je dirais pluridisciplinarité, Ouais. je dirais expérimentation et engagement. Engagement à titre personnel et puis engagement pour mieux faire connaître le design. Ben, c'est hyper clair. En tout cas, je pense on a répondu à toutes les questions. Merci à vous, Séverine, d'avoir pris le Merci temps Valentin. de nous répondre et d'éclairer un petit peu ceux qui nous suivent, ceux qui sont en recherche de formation, de cursus d'école dans la création et le design. Donc, on était en direct pour la deuxième édition, le deuxième live des School Days avec l'École supérieure de design de Troyes, avec sa directrice Séverine Nondedeux qui a pu répondre à nos questions et nous éclairer un petit peu. Merci Séverine. Pour ceux qui voudraient s'inscrire ou avoir de l'information, toutes les infos sont sur le site internet de l'école. On peut retrouver les modalités d'inscription, les concours, les informations sur les cursus, sur la ville de Troyes, sur le partenariat avec les autres écoles, sur le groupe dans sa globalité et ce qu'on y fait. Merci encore pour le temps que vous nous avez accordé. Merci à tous d'avoir été nombreux sur le live et d'avoir posé vos questions. On se retrouve très vite pour une prochaine édition et je vous dis merci à tous et bonne soirée. Merci à vous. Bonne À soirée. bientôt. Au Au revoir. revoir.